plupart des jeunes gens commencent à gauche et finissent à droite. Moi, j'ai commencé dans une famille modérée de droite et j'ai accompli toute ma carrière sous le signe de la gauche. J'ai pris le chemin inverse. À l'automne 1994, les révélations du journaliste enquêteur Pierre Péan mettent en cause le président de la République française, François Mitterrand. On apprend que le leader historique de la gauche française, non seulement a été partisan du maréchal Pétain au début de l'occupation, mais encore qu'il a été membre de l'administration de Vichy, celle qui collaborait avec les Allemands jusqu'au milieu de la guerre, avant de passer à la résistance. Alors l'affaire fait scandale, Mitterrand doit s'expliquer, et aujourd'hui encore, un doute subsiste quant à son attitude exacte sous l'occupation. Alors Mitterrand, pétainiste ou résistant, nous allons enquêter maintenant ensemble. Laurent Douzou, vous serez notre expert dans cette enquête. Vous êtes historien, vous êtes un des meilleurs spécialistes de l'histoire de la résistance. Alors, pourquoi est-ce que les révélations de Pierre Péan font scandale alors qu'on savait que Mitterrand avait été maréchaliste? Mais parce qu'on ne le savait pas si clairement que ça. Mitterrand avait fait en sorte d'occulter ce passé-là. Et il y avait des bruits, il y avait des rumeurs. Les gens bien informés pouvaient le savoir, mais dans l'opinion, on ne le savait pas. Et par conséquent, l'ouvrage de Pierre Péan lézarde une présentation qu'avait faite Mitterrand et qui était tout à son avantage. Et de surcroît, à la fin du deuxième mandat, deuxième septennat de François Mitterrand, quand il est déjà atteint, donc tout ça... Atteint par la maladie, vous voulez dire? Atteint par la maladie, oui. Bien sûr. Et donc c'est un homme affaibli qui, au bout du compte, doit reconnaître, puisqu'il a aidé Pierre Péan, il a collaboré avec Pierre Péan, oui. Doit reconnaître ce passé. Est-ce que cette affaire Mitterrand, ça jette un jour nouveau sur l'occupation? Curieusement, oui. On pourrait penser que non, parce que ça concerne un homme. Alors un homme à qui on fait très attention parce qu'il est président de la République depuis 2 septennats. Mais en réalité, ça illustre toutes les ambiguïtés des comportements des Français pendant l'occupation. Et donc, je dirais d'une certaine façon, ça permet de réfléchir au rapport entre le régime de Vichy et la résistance, et au fait qu'un certain nombre de gens ont eu des parcours plus sinueux, plus compliqués qu'on ne l'a pensé longtemps. Bon, ben alors vous allez suivre avec nous l'enquête de nos détectives, regarder les documents, les témoignages qu'ils ont rassemblés. Et puis, si vous le voulez bien, on se retrouve dans un peu moins d'1 heure. Avec plaisir. Alors, Peggy, nous sommes en 1994. François Mitterrand arrive à la fin de son second mandat, et c'est ce simple livre qui va le déstabiliser. Simple, je sais pas, une jeunesse française de Pierre Péan, c'est quand même une très longue enquête, très minutieuse dans les arcanes de Vichy, de la résistance, auprès de ceux qui ont côtoyé François Mitterrand pendant la guerre, et auprès de François Mitterrand lui-même, puisqu'il a accordé plusieurs entretiens à Pierre Péan. Alors qu'est-ce qu'on apprend dans les entretiens et dans le livre ? Eh bien, pour résumer vraiment très succinctement, on apprend que le futur leader de la gauche française a été un fervent pétainiste, et ce pendant de nombreuses années. La photo qui crée le choc, évidemment, c'est celle-là. François Mitterrand face au maréchal Pétain, c'est la photo d'ailleurs qui orne la couverture d'une jeunesse française de Pierre Péan. Voilà ce que l'auteur nous apprend sur Mitterrand. En fait, quand il arrive à Paris en 1934, François Mitterrand adhère aux Volontaires Nationaux, organisation de jeunesse des Croix de Feu, emmenée par le célèbre colonel Delarocque. C'est un mouvement nationaliste, très engagé à droite. Voilà, nationaliste qui organise de nombreuses manifestations, et c'est donc, vous me l'accorderez, le signe d'un engagement très clair à droite pour François Mitterrand. La droite de la droite. Il est ensuite mobilisé. En juin 40, après avoir été blessé, il est fait prisonnier en Allemagne pendant 18 mois. Après 3 tentatives infructueuses, il parvient enfin à s'évader. On est en 1941. Et c'est un admirateur, très clairement, du maréchal Pétain. En décembre 1941, il intègre le gouvernement de Vichy comme petit fonctionnaire. L'administration de Vichy. Voilà, exactement. Son rôle, c'est d'établir des fiches sur les opposants au régime de Vichy. En 1942,
Toujours au gouvernement de Vichy, il intègre le commissariat au reclassement des prisonniers de guerre, où il crée un réseau d'aide aux évadés. Pierre Péan nous explique que Mitterrand est certes maréchaliste, mais il est anti-allemand, ça c'est fondamental dans son parcours, et il n'est pas antisémite. Il reste néanmoins fidèle au régime de Vichy, c'est pourquoi il reçoit la Francisque en 1943, signe d'estime suprême de la part du maréchal. Comme le veut la tradition, Mitterrand prête serment. Je cite, « Je fais don de ma personne au maréchal Pétain, comme il a fait don de la sienne à la France. Je m'engage à servir ses disciplines et à rester fidèle à sa personne et à son œuvre. » La fin de l'année 43 marque clairement une rupture dans le parcours de François Mitterrand, puisqu'il rejoint la résistance sous le pseudonyme de Morland. Donc, c'est ce qu'on appelle un vichisto-résistant, une espèce particulière. Mais cette révélation-là fait un tollé à l'époque, en 1994. On a retrouvé les journaux de l'époque, il fait la couverture de nombreux hebdomadaires, de nombreux quotidiens, on essaye d'aller creuser dans son passé. Si vous voulez, en France, on ne comprend pas comment le leader de la gauche française a pu passer par la droite. C'est impossible, c'est inconcevable. Mais quelle était la version officielle de cette affaire jusque-là? C'est ça le problème, c'est qu'il n'y en a jamais eu. Mitterrand a toujours donné des versions allusives, pour ne pas dire mensongères, de son parcours. J'ai un livre là qui s'intitule Ma part de vérité, rédigé en 1969. Voilà ce que Mitterrand y dit. « Rentré en France, je devins résistant, sans problème déchirant. » C'est faux. Oui. Rentré en France, il devient fonctionnaire dans le gouvernement de Vichy. Voilà. Écoutez aussi une interview qu'il donne en juin 1970, avec une version de son parcours pour le moins escamotée. L'expérience de la captivité m'a conduit au lendemain de la guerre, au lendemain des évasions, c'est-à-dire dans la France occupée de 1942, à faire les choix qui ont été décisifs, ceux de la résistance et par la suite ceux de la gauche française, avec sa conclusion qui est la conclusion définitive, celle du socialisme. Oui, il n'y a pas grand-chose sur Vichy. Il n'y a pas un mot sur Vichy. Et donc le doute subsiste sur ce qui a été son attitude sous l'occupation, quand même. Excusez-moi, je trouve ça douteux de dire que le doute subsiste, parce que, certes, on ne connaissait pas ce François Mitterrand de la guerre, mais on ne peut pas balayer d'un revers de la main le fait qu'il a dirigé un mouvement de résistance, qu'il se soit rendu à Alger, à Londres, et que finalement, le général de Gaulle l'ait nommé en 1944 dans le gouvernement insurrectionnel. Donc je vois qu'il va y avoir controverse. Et donc commençons par essayer de comprendre le contexte, c'est-à-dire ce qu'a été ce régime de Vichy que le jeune Mitterrand a servi. Éric, on ne va pas retracer toute l'histoire de Vichy, mais on va se concentrer sur les éléments qui expliquent l'itinéraire de François Mitterrand pendant la guerre. Au fond, avec ce régime, le problème, c'est qu'il y a une part d'ambiguïté. Aujourd'hui, on sait que le maréchal Pétain a été le complice des nazis, qu'il a instauré un régime de nature dictatoriale et qu'il a facilité l'extermination des Juifs de France. On le sait, sauf qu'en effet, au tout début de la guerre, les choses sont infiniment plus floues. Et en fait, pour schématiser, on peut dire qu'au cours de cette période, il y a deux Pétains. Il y a d'abord le Pétain qui représente l'espoir de redressement pour l'immense majorité des Français, parce que le pays est à genoux. Et puis, il y a, pourrait-on dire, l'autre Pétain qui va instaurer un régime en effet antidémocratique et qui plus est, qui est entièrement dans la main de la puissance occupante. Au moment de la mobilisation générale, en septembre 1939, eh bien, la France tout entière est plus que confiante. Elle est fière de son armée, dont on pense qu'elle est l'une des plus puissantes. Elle est fière de sa ligne Maginot, dont on pense qu'elle va nous protéger à l'Est. Bref, c'est littéralement la fleur au fusil que l'on part au front au moment où commence... Parce que nous sommes les plus forts, voilà. Et c'est ce qu'on appelle la drôle de guerre, cette longue période d'attente. On ne pense faire qu'une bouchée de l'ennemi allemand. Évidemment, il faudra déchanter, car juin 40, c'est un cataclysme. Finalement, il suffira que les Allemands décident d'attaquer, cessent d'attendre, pour que la France découvre avec stupeur que ni son armement, ni ses choix stratégiques, ni ses chefs ne sont à la hauteur de la modernité de l'aviation allemande, des Panzers, de la Blitzkrieg. Et Hitler triomphe. En un mois, les Allemands sont à Paris. La France se croyait invincible. Finalement, elle a une guerre de retard. Elle subit la plus terrible défaite de son histoire. En plus, il y a 2 millions de jeunes Français qui sont des soldats désorientés, qui sont faits prisonniers, qui sont envoyés en Allemagne. Le pays tout entier est traumatisé. Et en plus, à cette débâcle de l'armée va succéder la panique de la population qui va... L'exode. C'est l'exode. On s'enfuit en masse sur les routes de France. Donc voilà donc le contexte de 1940. Un pays qui n'a plus d'armée, plus de chef, plus rien. Alors évidemment, quel est le recours? Qui va se présenter devant ce peuple à genoux pour lui murmurer à l'oreille des paroles réconfortantes? Oui, eh bien, un chef au passé prestigieux, tout ce que la France n'a plus. Français,
À l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. Je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. Et voilà pourquoi c'est ce vieil homme qui va incarner pour la quasi-totalité des Français l'espoir après l'humiliation, et la France va se jeter dans le culte de sa personnalité. Et puis le maréchal va littéralement devenir une icône à Vichy. Maréchal, je crois que la plus belle, c'est celle où vous êtes en uniforme avec votre képi. Oui, puis en somme, avec mon képi, on me reconnaîtra. Alors c'est une icône âgée, hein. Il a 86 ans en 1940. L'extrême hiver de son âge, disait le général de Gaulle. Exactement, il est entouré à Vichy d'hommes qui tiennent solidement les rênes du pouvoir. Alors à partir de quel moment ce Pétain sauveur de la France va-t-il devenir, aux yeux de qui veut bien regarder, un tout autre personnage, c'est-à-dire l'inspirateur d'un État antidémocratique et collaborationniste? Eh bien, c'est toute la question. En tout cas, voilà bien l'autre facette du personnage et du régime qu'il incarne. Un système qui abolit la République, qui persécute les Juifs, qui traque les résistants, les communistes, les francs-maçons, et un système qui, évidemment, va collaborer avec l'Allemagne dès octobre 1940, après la fameuse entrevue, la poignée de main à Montoire avec Hitler. Voilà donc la poignée de main Pétain-Hitler. J'entre dans la voie de la collaboration. Voilà aussi une autre image de Pétain au balcon qui salue face à lui des hommes qui ont le bras levé, les soldats prisonniers rentrés en France. Voilà la France de 1940. On chante la Marseillaise le bras levé. Voilà la vraie nature du régime de Vichy qui apparaît au grand jour en 1942, avec notamment la montée en puissance de sa milice, qui initialement s'appelle le SOL, Service d'ordre légionnaire, commandé par le sinistre Joseph Darnan. Du plus profond de son peuple, chair de sa chair, vous aurez l'honneur de servir. SOL, debout! Voilà bien la vraie nature du régime de Vichy, en fait un régime totalement fantoche qui est manipulé par les Allemands. Alors évidemment, Pétain est débordé par plus extrémistes comme lui, comme Laval, dont la présence est imposée par les Allemands, mais c'est encore lui, Pétain, qui va, à la fin de la guerre, au moment de la libération et de l'épuration, représenter évidemment ce régime de Vichy, et donc il sera jugé et condamné pour haute trahison. Non, mais Laurent, il faut quand même rappeler qu'au tout début, le maréchal Pétain était extraordinairement populaire, hein, soutenu aussi bien par les gens de droite comme ceux de gauche, et même qu'en 1944, il y aura encore beaucoup de monde pour l'applaudir. Donc le fait que le jeune François Mitterrand arrive à Vichy en 1942, ce n'est pas du tout anormal, ça n'a rien d'exceptionnel. Alors certes, maintenant on le sait, il fait une erreur, mais c'est la même erreur qu'ont fait des millions de Français pour qui Vichy et le maréchal représentaient le meilleur rempart contre l'Allemagne. Non mais Corinne, je ne peux pas vous laisser dire ça. Justement, à la lumière du livre de Pierre Péan, on s'aperçoit que Mitterrand n'a pas agi par dépit ou par simple conformisme, mais précisément parce que les idées du maréchal étaient en résonance avec les siennes. Donc Peggy, d'après vous, Mitterrand rejoint Vichy par adhésion idéologique et non pas par patriotisme ou par simple conformisme. Preuve à l'appui, regardez cette photo, elle date de février 1935. C'est une manifestation contre l'invasion métèque, autrement dit, contre la proportion croissante d'étudiants étrangers dans les universités françaises. C'est très bien, mais je ne vois pas Mitterrand là, du tout. Là. Sur cette photo-là, non. Sur ce cliché-là, oui, il est là. Et c'est une photo qui est prise le même jour que celle-là. C'est la même manifestation, j'en veux pour preuve le fait qu'ici, vous avez un homme qui se retrouve là. Ah d'accord. Donc c'est assez clair, effectivement, il participe à une manifestation xénophobe. Sauf qu'il a toujours affirmé, Laurent, qu'il ne connaissait pas le but de cette manifestation et encore moins son slogan « à bas les métèques ». Et ça, il l'a encore répété en 1994 à Jean-Pierre Elkabbach. À bas les métèques, ça me paraît une expression horrible. Et si je m'étais mêlé consciemment une qu'est-ce que vous dites là, que vous n'y étiez pas? Je ne pense pas que cette manifestation, c'était cela. Et en tout cas, moi, je n'y étais pas pour ça. Et si je l'avais fait, eh bien, je n'hésiterais pas à dire que j'aurais eu grand tort et que ce serait contraire à tout ce qui fait le fond de moi-même. J'y crois pas une seule seconde. À l'époque, il était quand même majeur, il était intelligent, il était cultivé. J'y crois pas du tout à son excuse. En plus, son adhésion à la droite nationaliste peut s'expliquer assez logiquement par son parcours personnel. C'est-à-dire? C'est ce qu'on va voir tout de suite. François Maurice Adrien Marie Mitterrand naît le 26 octobre 1916 à Jarnac, en Charente-Maritime, l'année même de la bataille de Verdun.
Il est issu d'une famille nombreuse, 7 frères et sœurs, une famille très catholique et bourgeoise. Et ça, il faut bien comprendre que ça va marquer durablement sa personnalité. C'est ainsi qu'il justifie en partie ses choix, toujours face à El Kabbach, en 1994. J'étais le produit de ce milieu. Et c'était un milieu, au demeurant, souvent sympathique, à mes yeux. Il y en a qui ont su rompre avec leur milieu. C'est-à-dire un milieu... Encore plus brutalement. Un milieu de petite bourgeoisie, modérée, catholique, patriote, peut-être un peu conforme. François Mitterrand poursuit sa scolarité en pension dans un collège d'Angoulême, puis il se lance dans des études de droit à Paris. Et il est alors en internat chez les Pères Maristes, au 104 rue de Vaugirard. La religion et la foi sont vraiment au centre de son existence, à tel point qu'en 2001, dans un ouvrage intitulé Inventaire Mitterrand, Pierre Berger aura cette phrase assez inspirée, me semble-t-il. « Mitterrand a grandi dans une odeur de sacristie et d'encens, suçant la foi au sein maternel, persuadé au même titre que 2 et 2 font 4, qu'il n'y avait pas de salut hors de l'Église. » Son goût pour les édifices religieux est patent, notamment la basilique de Saint-Denis, qu'il aimait particulièrement visiter, ou alors la cathédrale de Bourges, dont il dira « J'ai eu à la cathédrale de Bourges l'un des coups de foudre de ma vie ». Pendant ces 2 septennats, il se rend régulièrement dans des lieux religieux, comme Vézelay, où il emmène, vous le voyez, le chancelier allemand, Helmut Kohl. Et puis son inclination pour l'architecture religieuse se retrouve aussi dans la Bibliothèque nationale de France, dont la partie inférieure reprend le schéma classique d'un cloître, figurez-vous. Et c'est ce qui avait en partie séduit le président dans le projet de l'architecte Perrault. Il a quelques lectures mystiques, Sainte Thérèse de Lisieux notamment, qu'il admire pour son abnégation. Et puis souvenez-vous de son affiche présidentielle en 81, La Force tranquille, où le clocher de l'église catholique trône en bonne place sur la photo. Ouais, il y a beaucoup d'églises catholiques. Et oui, mais en ce qui le concerne, c'est pas un hasard. Les autres présidents n'ont pas fait de même. Oui. Donc ça, c'est ce qui explique, on va dire, ses accointances avec la droite et peut-être en particulier la droite nationaliste. On a vu également qu'il avait participé à cette manifestation contre l'invasion métèque, entre guillemets. Il réitère en 1936, hiver 1936, dans cette manifestation, il est là, contre le professeur de droit public Gaston Gèze. Manifestation suscitée par la droite nationaliste et par l'Action française, une fois de plus. Donc on voit finalement que tout dans son parcours est logique jusqu'à son adhésion au régime de Vichy. D'accord, il est très à droite avant la guerre, admettons, mais c'est un évadé, prisonnier évadé. Donc il va à Vichy pour aider les autres prisonniers. Ça part d'un bon sentiment. C'est pas forcément la preuve absolue qu'il est un fanatique ou un croisé de Vichy. Pour ça, il faut avoir une preuve tangible pour le dire. Fanatique peut-être pas, mais... Attendez, il y a des preuves, il y a des traces écrites. Les écrits de jeunesse de François Mitterrand démontrent qu'il était un pétainiste tout à fait fervent. Éric, donc ce sont les écrits de François Mitterrand qui montrent le mieux son engagement pétainiste. L'avantage des écrits, c'est qu'à la différence du souvenir ou du témoignage, ils sont infiniment, comme chacun sait, infiniment moins solubles dans le temps. Ils ne sont pas déformables volontairement ou involontairement. Et donc c'est vrai que les écrits de jeunesse de François Mitterrand, finalement, sont un excellent baromètre de sa pensée. Et clairement, ces écrits montrent que c'est un pétainiste convaincu. Alors on pourrait multiplier les exemples parce que finalement, François Mitterrand a laissé derrière lui un certain nombre de textes, que ce soit lorsqu'il était au Stalag, prisonnier de guerre en Allemagne, et qu'il écrivait des textes à la gloire du maréchal dans les petits journaux du Stalag, dans les feuilles de chou du Stalag, ou que ce soit plus tard à Vichy, lorsqu'il est fonctionnaire de Vichy. Et là, clairement, non seulement on voit que ces textes montrent qu'il adhère à la personne du maréchal, mais aussi aux idées de la Révolution nationale. Alors on pourrait multiplier les exemples. En voici un. Regardez cette revue. Alors ça, c'est un fac-similé. François Mitterrand signe un texte dans cette revue qui s'appelle « France ». Revue de l'État nouveau. Son texte est un récit de sa captivité, justement, ça s'appelle Pèlerinage en Thuringe. En Thuringe. Alors un mot d'abord sur la revue dans laquelle il publie ce texte. C'est pas n'importe quelle revue, France, Revue de l'État nouveau. C'est publié par une figure de Vichy, le dénommé Gabriel Jeantet, qui avant-guerre était un éminent membre de la Cagoule, qui ensuite sera chargé de mission au cabinet du maréchal Pétain, et Mitterrand devient proche de cet homme qui compte à Vichy. Et donc Mitterrand publie ce texte. Alors le texte en lui-même n'est pas spécialement incriminant, si ce n'est quand même qu'en filigrane, on voit toute la rhétorique
habituel de la droite dure de Vichy. Mitterrand, par exemple, fustige, comme il l'appelle, ces 150 ans d'erreurs qui ont provoqué la défaite. Oui, alors, quand on fait le compte, on revient à la Révolution française, c'est ça? Voilà, c'est-à-dire que finalement, c'est la République qui est responsable des malheurs de la France. Et ça, c'est vraiment la rhétorique classique des hommes de Vichy. Ce qui est intéressant de relever dans cet article et dans cette revue, c'est quand on regarde la table des matières. Alors, François Mitterrand, regardez, figure en bonne compagnie, j'allais dire. C'est-à-dire qu'évidemment, ces noms-là, aujourd'hui, ne disent plus rien à personne. Mais à l'époque, certains d'entre eux deviendront la fine fleur de l'intelligentsia collaborationniste à Paris. Par exemple, Noël de Tissot, regardez. Donc son nom figure à côté de François Mitterrand dans cette revue. Noël de Tissot deviendra un éminent membre du SOL, Service d'ordre légionnaire, l'ancêtre de la milice. Et il sera d'ailleurs fusillé à la Libération parce que c'était un milicien. Il figure aussi à côté de cet auteur qui écrit un texte antisémite. Donc il ne craint pas de s'afficher. Je vois qu'il y a Alexis Carrel aussi, qui est un médecin qui a été accusé ensuite de racisme. Exactement. Et puis, autre élément intéressant, c'est de relever la date de publication. Mitterrand va publier 2 articles dans cette revue. Décembre 1942. C'est-à-dire qu'on n'est pas en 1940. En décembre 1942, la donne a changé. Les Allemands ont envahi la zone sud. L'armée d'armistice s'est sabordée. Il y a eu des rafles de juifs dans toute la France. Eh bien, Mitterrand, très tardivement, ne craint pas d'afficher publiquement un pétainisme bon teint, pourrait-on dire. Et puis il y a des choses toutes simples pour prouver que Mitterrand était un fervent pétainiste à cette période. Il suffit de regarder ce qui se passait dans notre pays dans les années 40-42. C'est-à-dire au moment où il est dans l'administration de Vichy. En 1941, il vient de s'évader et Mitterrand est à la Légion française des combattants. C'est une organisation maréchaliste, pas extrême, d'accord, mais en parfaite résonance avec les thèmes autoritaires et xénophobes de la Révolution nationale. Or, au même moment, en 1941, voilà ce qu'on peut voir sur tous les écrans français, y compris dans la zone libre. Le Juif et la France. Pendant les 3 premiers jours, 13 000 personnes ont visité ce remarquable ensemble où les documents, les photographies réalisent une démonstration flagrante du péril juif dans tous les domaines de l'activité nationale. Statistiques, graphiques, tableaux hallucinants se succèdent. Ils prouvent combien la France, victime de sa générosité et de ses traditions d'hospitalité, s'était enjuivée surtout depuis 1936. On alla jusqu'à voir tous les postes de commande de la Maison France entre les mains des Juifs. Le résultat, on le connaît. Difficile de passer à côté. Mitterrand est à Vichy à ce moment-là, dans l'administration, il ne peut pas ne pas connaître tout ça. C'est ce qui me semble d'autant plus que voilà le premier statut des Juifs qui a été promulgué le 3 octobre 1940. Voilà le deuxième statut des Juifs qui a été promulgué le 2 juin 1941. Donc quand Mitterrand arrive au gouvernement de Vichy, ces statuts sont déjà d'actualité. Et ils s'appliquent dans l'administration. Voilà, et je ne vois pas comment un fonctionnaire de Vichy peut l'ignorer. C'est impossible. Autre chose. On voit l'accès et l'exercice des fonctions publiques sont interdits aux Juifs. Voilà. En avril 1942, quand Pétain doit rappeler Laval, Mitterrand cautionne la politique de Laval, quelle qu'elle soit. Je vous lis le passage d'une lettre qu'il écrit à un ami, donc avril 1942. « Laval est sûrement décidé à nous tirer d'affaire. Sa méthode nous paraît mauvaise. Savons-nous vraiment ce qu'elle est? Si elle nous permet de durer, elle sera la bonne. Or, Laval, c'est quand même celui qui, avec René Bousquet, orchestre la rafle du Veldiv à l'été 1942. Et où est Mitterrand à l'été 1942? Toujours à la Légion française des combattants, toujours dans cette organisation maréchaliste. On continue. Fin 1942, les Allemands ont envahi la zone sud, donc le maréchal Pétain n'a plus aucune autonomie. Mitterrand continue à le soutenir, ses écrits l'attestent. Il va falloir attendre le printemps 1943 avec la chute de Stalingrad pour voir les Allemands reculer et Mitterrand gagner cette fois-ci définitivement la résistance. Et 1943, c'est aussi l'année où il reçoit la Francisque. Vous voyez un peu le double jeu. On l'a appelé le Machiavel français. Je me demande si dans son parcours, il n'y a pas une forme d'opportunisme quand même. Enfin, de l'opportunisme, vous voulez rire quand même, parce que cet opportunisme, ça consiste en fait surtout à risquer l'arrestation, la torture et donc la mort. Donc depuis quand est-ce qu'un opportuniste juge opportun de risquer sa vie, ne serait-ce que 2 ans, 2 mois ou même 2 jours? Moi, franchement, je n'y crois pas. Et donc, vous voulez dire que le comportement de Mitterrand dans la résistance démontre sa bonne foi? Exactement. Alors donc, après avoir vu le Mitterrand pétainiste, nous allons étudier le Mitterrand résistant. Donc Mitterrand a été pétainiste, d'accord, mais pour vous, ça a été un résistant convenable.
Bien plus que ça, surtout ça a été un grand résistant, reconnu à la fois par les hommes de l'ombre et par les grands chefs de la résistance, au premier rang desquels le général de Gaulle quand même, qui le nomme à la Libération secrétaire général de son gouvernement, c'est-à-dire ministre. Ce n'est pas rien, c'est une vraie reconnaissance officielle. Il n'aurait jamais nommé un opportuniste à un tel poste. C'est pas, je sais pas, une erreur ou le produit d'une manœuvre? Non, non, c'est vraiment les états de service de Mitterrand pendant la guerre qui ont fait qu'il a pu participer à l'équipe dirigeante du pays à la Libération. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'en fait, il faut revoir toute la guerre de François Mitterrand. Donc vous vous souvenez qu'en juin 40, il est fait prisonnier, il arrive au Stalag, et là pour lui c'est une véritable révolution, parce qu'il rencontre des gens qu'il n'a jamais côtoyés. Il rencontre notamment un de ses meilleurs amis, qui va rester proche de lui toujours, c'est Georges Dayan, qui était par ailleurs juif. Il rencontre aussi Roger Patrice Pelat, qui va le suivre en résistance. Ce sera vraiment la branche armée. Oui, et il réalise qu'il peut vivre des moments de... Il peut vivre des moments de fraternité avec des gens qui ne sont pas du tout de sa condition, lui, qui n'était jamais sorti de ce sa milieu droite. Catholique, petite bourgeoisie. Voilà, très conservateur, ultra-catholique. Et là, il découvre un petit peu un côté social qu'il n'avait pas auparavant. Bon, il s'évade en décembre 41, il passe par le Jura, chez qui il passe voir des cousines. Il se cache ensuite chez des amis juifs de ses parents à Saint-Tropez. Parents qu'il va saluer ensuite à Jarnac, puis il remonte à Paris parce qu'il va absolument renouer avec son grand amour de jeunesse, Béatrice. Marie-Louise Terrasse, voilà. qu'il appelait Béatrice. Voilà, et qui par sera référence en fait, à Dante. tout à fait, et qui sera en fait la future Catherine Langeais. Voilà, speakerine bien connue des années 60. Tout à fait, en tout cas il va la voir en vain parce que la belle ne l'aime plus. Du coup, il arrive à Vichy où ses parents lui ont trouvé un poste à la Légion des combattants. C'est un organe qui fait le lien entre les nationalistes et le maréchal Pétain, ce qui convient tout à fait aux idées du jeune Mitterrand, qui, même s'il a découvert un côté social comme ça au Stalag, est quand même resté surtout un fervent patriote. Et pour lui, comme pour la grande majorité des Français, le maréchal et Vichy représentent encore le meilleur rempart contre les Allemands. Donc il est à Vichy en 42. En mai 42, il entre au commissariat au reclassement des prisonniers. Vous voyez là au centre, commissariat qui est dirigé par Maurice Pinault. Il sera très admiratif et ce commissariat a pour but de venir en aide aux prisonniers français qui reviennent en France parce que soit ils se sont évadés, soit ils ont été rendus et changés par les Allemands. Et déjà, Mitterrand utilise l'infrastructure de Vichy pour clandestinement mettre sur pied des filières d'évasion, d'hébergement, pour faire de faux papiers. Donc déjà, Mitterrand officie clandestinement et pourtant il ne s'éloigne pas encore du maréchal Pétain. Pétain qu'il va même rencontrer en octobre 42 pour lui exposer la cause et la détresse des prisonniers de guerre. Mais début 43, c'est l'invasion des Allemands dans la zone libre, dite libre. Et Vichy en profite pour mettre à la tête du commissariat au reclassement des prisonniers André Masson, un fervent collaborationniste. Du coup, le jeune Mitterrand démissionne. Là, il est en dissidence. Ce qui n'empêche pas pourtant, en février 43, de recevoir la Francisque, donc symbole de son attachement à la personne du maréchal, c'est vrai. Mais c'est surtout, non, mais c'est surtout une superbe couverture. Et on peut dire que François Mitterrand est en fait un vichisto-résistant. Il jouait double jeu, puisqu'il n'hésite pas, au même moment, à contacter l'ORA, l'organisation de résistance armée, proche du général Giraud, parce qu'il voulait que l'ORA l'aide à financer le mouvement clandestin de prisonniers qu'il mettait sur pied avec Maurice Pinault. Et Giraud, c'est la résistance de droite. Voilà, mais toujours en 43, il rencontre aussi Henri Freinet, un des grands patrons de la résistance. C'est lui qui a monté le réseau Combat, le mouvement Combat, et qui en 43 déjà est à la tête avec d'autres des Murs, mouvement uni de la résistance, qui fédère les trois grandes mouvances de la zone sud, à savoir Combat bien sûr, Libération et Franc-Tireur. Donc vraiment Mitterrand avance caché à la fois à Vichy, à la fois résistant, et c'est le 10 juillet 43 qu'il se dévoile au grand jour lors d'une réunion du commissariat au reclassement des prisonniers à Paris, où André Masson explique combien la politique de Pierre Laval est positive pour la France. J'ai bien conscience, et nul ne me démentira sérieusement, qu'une autre politique que celle du président Laval n'empêcherait pas les ouvriers de partir, et n'empêcherait seulement les prisonniers de rentrer. Bien, figurez-vous que malgré les applaudissements, eh bien, François Mitterrand ose prendre la parole en public et contredire André Masson, dire que ce système de la relève, c'est-à-dire que les Allemands rendent des prisonniers, un prisonnier contre deux ouvriers français, est vraiment néfaste pour la France. Donc il y a un brouhaha, la police intervient, lui parvient à s'échapper.
Et c'est ce jour-là, en fait, que François Mitterrand rentre définitivement dans la clandestinité et que François Mitterrand devient Morland, puisque ce sera... Nom de résistant. Voilà, ce sera son nom de code. Pseudonyme. Et il veille jalousement à son indépendance quand même au sein de cette résistance, puisqu'il refuse de s'inféoder à l'armée secrète, qu'il juge trop gaulliste. Lui est plus proche des idées donc du général Giraud qu'il part rencontrer le 15 novembre 1943 à Londres. Et le général de Gaulle, apprenant cela, est furieux et lui ordonne de venir le rejoindre à Alger. Parce qu'en fait, Mitterrand est pris dans la compétition. Concurrence entre Giraud et de Gaulle. Giraud soutenu par les Américains et de Gaulle plus indépendant. Voilà, tous les deux veulent représenter officiellement la France libre. Alors il y a une entrevue entre de Gaulle et Mitterrand, un peu houleuse certes, mais Mitterrand sort gagnant puisqu'il obtient d'être à la tête du mouvement unifié des prisonniers français, et il s'en souvient en 1965. J'ai effectué un certain nombre de missions pour la résistance. J'étais tout naturellement un hors-la-loi, évadé de guerre. Cela m'a amené à rencontrer le général de Gaulle, qui a bien voulu me recevoir au début de décembre 1943 à Alger. Je n'ai pas toujours été opposant à de Gaulle, alors. Je n'ai pas toujours été opposant à de Gaulle, quand de Gaulle était le chef de la résistance et le mainteneur de la France. Je me suis séparé de lui quand il est devenu le chef d'un parti, et d'un parti de droite, c'est-à-dire qui ne correspondait pas à mes opinions politiques, aux alentours de 1947. Voilà, Mitterrand reconnaît qu'il n'a pas toujours été un opposant au général de Gaulle. En tout cas, une fois en 1943 à la tête du mouvement des prisonniers, il se rapproche d'une autre grande force en présence dans la résistance, les communistes, et il s'attelle à coordonner les actions de tous. Du coup, la Gestapo est à ses trousses, il a une dizaine d'identités, son domicile est visité, des caches sont grillées, des amis sont déportés, et Mitterrand a très peur, notamment pour sa jeune fiancée, Danielle Gouze, qu'il épousera en octobre 1944. Donc finalement, au vu des risques qu'il a pris pendant la guerre, de son engagement, on ne peut quand même pas dire qu'il ait été un opportuniste. Ce serait vraiment trop injuste. Ce qui surprend, c'est vrai, c'est ses accointances, ses fréquentations d'extrême droite avant la guerre et sa collaboration avec les communistes à la fin de la guerre. Mais c'était la guerre, justement. Il fallait faire des choix. Et Mitterrand a changé pendant cette guerre. Il a fait les bons choix au bon moment, ce qui n'a pas été le cas de tout le monde. Donc si on vous écoute, c'est assez simple. Il a été maréchaliste à cause de son passé, quoi. Et puis il est passé dans la résistance, et puis la question est réglée, quoi. Attendez Laurent, ça me fait réagir ce que vous dites là, parce que vous êtes en train de nous dire que finalement Mitterrand aurait tourné le dos assez tôt à sa ferveur pétainiste, et même qu'il aurait renié ses amitiés faites à Vichy. C'est tout de même un tout petit peu plus compliqué que ça, c'est non ? ce que vient de dire Corinne. Ouais, enfin, ce qu'il faut noter tout de même, c'est qu'après-guerre, par exemple, il a continué à cultiver des amitiés qu'on peut qualifier de douteuses. Éric, vous dites que Mitterrand avait des amis douteux, mais c'est qui ces amis douteux ? On va repartir une fois encore d'une photo. Celle-ci est prise dans les années 70. Ouais. C'est la résidence secondaire des Mitterrand à Latché dans les Landes. Apparemment, on est en week-end. On reconnaît ici François Mitterrand, qui est à l'époque premier secrétaire du Parti Socialiste, donc chef de l'opposition. Leader de la gauche. Voici son épouse Danielle, la sœur de Daniel. Et puis regardez ce personnage qu'on voit de profil. Qu'on reconnaît mal, ouais. C'est qui alors ? C'est l'un des personnages les plus sulfureux des années noires, René Bousquet. Ah, c'est le Bousquet alors. Bousquet, secrétaire général de la police de Vichy, dont le nom est lié à la rafle du Veldiv. Qui a négocié avec les Allemands la rafle du Veldiv. Alors Mitterrand aurait connu... Ils sont très intimes. Ouais. Voilà, ils sont en week-end ensemble ou en vacances. Mitterrand aurait connu Bousquet à Vichy en 1942. Il réfute cette affirmation, il dit qu'il l'a connu en 1949. En tout cas, une chose est sûre, c'est que les deux hommes sont restés très liés pendant plus de 40 ans, que ce soit pour ces week-ends, ou bien même ensuite, lorsque Mitterrand est élu à l'Élysée, Bousquet rendra des visites discrètes à François Mitterrand. Alors on peut appeler ça une fidélité en amitié, parce qu'en effet, certes, François Mitterrand est devenu leader de la gauche, mais il n'a pas tourné le dos, loin s'en faut, à certains hommes de Vichy. Simplement, ce qu'il faut dire, c'est que probablement les électeurs de François Mitterrand, l'homme de la gauche, n'était pas au courant de ses amitiés discrètes, voire secrètes. Alors un autre exemple... Il n'y a pas que la fidélité, parce que Bousquet, il était lié aussi au propriétaire de la Dépêche du Midi, qui est un journal plutôt de gauche, enfin radical socialiste, qui avait de l'influence. Donc il y a aussi un calcul, on peut supposer. Il n'y a pas de l'amitié, il y a de l'intérêt probablement. Oh, alors autre exemple, ce magazine d'après-guerre Votre Beauté. Qu'est-ce que c'est ? Sorte de magazine de cosmétiques, magazine féminin tout à fait anodin, dont Mitterrand fut l'éphémère rédacteur en chef en 1947. Un job alimentaire pourrait-on dire, il se lançait en politique, il avait besoin de gagner sa vie. Et c'est son ami François Dalle,
ami d'adolescence, qui l'a fait rentrer dans ce journal. Ah non, il était au 104 rue de Vaugirard, de Dalle. Exactement, rien d'extraordinaire, sauf lorsqu'on sait que ce magazine appartient en fait à la société L'Oréal. Et L'Oréal, avant-guerre, fondé par le dénommé Eugène Schuller. Eugène Schuller n'est pas n'importe qui, c'est l'un des principaux membres de la Cagoule. Vous savez, cette société secrète... C'est une espèce d'organisation d'extrême droite quasi terroriste, quoi. Qui voulait faire tomber la République lagueuse. Ils les appelaient la République lagueuse. Pour terminer, juste une dernière image très symbolique, elle aussi, qui a fait couler beaucoup d'encre dans les années 90. Lorsqu'il était président, Mitterrand faisait fleurir chaque année la tombe du maréchal Pétain à l'Île-Dieu. Ironie de l'histoire, on voit un préfet de la République saluer la mémoire du maréchal Pétain qui avait aboli la République. C'est tout un symbole. Donc tout ça est quand même assez éloquent. Tout ça est assez éloquent. Non, non, pas du tout. Franchement, ça n'a rien d'éloquent. Au contraire, c'est biaisé puisqu'on met le projecteur sur des choses parcellaires, anecdotiques de la vie de François Mitterrand, alors que François Mitterrand, c'est quand même principalement l'opposant à De Gaulle, le fondateur du Parti socialiste, l'allié des communistes, président de la République pendant 14 ans quand même. Que je sache, il a fait autre chose de sa vie que d'entretenir vaguement des relations d'extrême droite, non? Mais Mitterrand, il s'est expliqué quand même sur tout ça à un moment, non? Oui, il a ressenti le besoin de se justifier après le livre de Péan. Il a donné une longue interview à Jean-Pierre Elkabbach. Et là encore, c'est très ambigu. On peut même dire que le mot ambiguïté semble avoir été inventé pour décrire François Mitterrand. Alors, Corinne, dans quelles conditions Mitterrand s'explique sur ces années de guerre? En fait, il a accepté le travail de Pierre Péan, il l'a même aidé, mais il voit que son interprétation pose problème. Alors il décide de parler et il accorde une longue interview à Jean-Pierre Elkabbach en 1994. Vous allez le voir, il est déjà très malade, mais quand on l'associe aux idées d'extrême droite, il s'insurge. En tout cas, je tiens à le dire, je n'ai jamais été, par tempérament, par habitude et aussi par l'enseignement de mon père et de ma mère, je n'ai jamais été hostile comme ça, instinctivement, jamais sensible au racisme. Voilà, on le sent sincère. Et quand on sait tout ce qu'il a fait par la suite, les amitiés profondes qu'il a eues avec des gens de toute confession, moi je trouve qu'on ne peut pas douter. Et puis, par la suite, il explique aussi pourquoi, en 1942, il est allé à Vichy. Vous allez après à Vichy? Oui. Et pourquoi, alors qu'il y a le gouvernement de capitulation, qu'il y a eu les lois anti-juives, vous allez à Vichy? Pourquoi vous n'allez pas à Londres ou à Alger? Je vous pose la question. Vous me dites quelles lois anti-juives? Il s'agissait des lois anti-juives, ce qui ne corrige rien et ne pardonne rien. C'était une législation contre les juifs étrangers dont j'ignorais tout. C'est vrai que pendant près de 2 ans, François Mitterrand n'était pas en France, il était au Stalag. On peut pas laisser dire ça. Comment ignorer, lorsqu'on est fonctionnaire de Vichy, l'existence de ces lois anti-juives? Comment ignorer le fait que la fonction publique est interdite aux juifs? C'est une fable qu'il nous raconte là, il est d'une mauvaise foi incroyable. Et puis les mots mêmes qu'il utilise, il dit des lois contre les juifs étrangers. Comme si ça changeait quoi que ce soit, premièrement. Et deuxièmement, on sait bien que Vichy a devancé les demandes des Allemands en proposant de livrer des juifs français de la zone libre. Donc Mitterrand utilise là les vieux arguments pétainistes que les historiens ont réfutés depuis longtemps. En fait, probablement, ce qu'il n'ose pas nous avouer, c'est que, comme beaucoup de Français à l'époque, le sort des juifs lui était totalement indifférent. En tout cas, ça pesait pas lourd dans la balance par rapport à son immense ambition. Je pense pas que ce soit ça, mais en tout cas, c'est vrai qu'il a eu une formulation plus que malheureuse. Ouais. Mais finalement, ce qui gêne vraiment avec le parcours particulier de François Mitterrand, c'est qu'il met au grand jour des vérités qu'on aurait préféré cacher, oublier. Oui, mais quelle vérité, c'est-à-dire? Par exemple, que ni la Résistance, ni Vichy ne ressemblent aux images d'Épinal que l'on veut bien véhiculer. Par exemple, la Résistance n'était pas monolithique, n'était pas unanimement à gauche. Il y avait aussi des nationalistes, des gens d'extrême droite dans la Résistance. Tout comme il y avait des résistants à Vichy. Vous voyez, rien n'était simple finalement. C'était la guerre et l'itinéraire de François Mitterrand met en lumière ces zones d'ombre, mais aussi la complexité, la duplicité de certaines personnes. Donc en fait, on reproche sans cesse à François Mitterrand des choses que tous les autres ont fait. Et finalement, ce qu'on lui reproche le plus à François Mitterrand, c'est de ne pas avoir été toujours de gauche. La plupart des jeunes gens commencent à gauche et finissent à droite. Moi, j'ai commencé dans une famille modérée de droite et j'ai accompli toute ma carrière sous le signe de la gauche. J'ai pris le chemin inverse. Voilà, il a pris le chemin inverse. C'est vraiment parce que c'est une icône de la gauche que presque on lui reproche de ne pas être né socialiste, entre guillemets. Et finalement,
Pierre Péan, celui par qui la polémique est arrivée finalement, est beaucoup moins dur que vous. Pierre Péan, quand votre livre est sorti, vous êtes apparu comme un accusateur. C'est-à-dire vous étiez celui qui révéliait le passé trouble de Mitterrand, mais ce n'était pas tellement votre intention, non? Pas du tout. C'est-à-dire J'ai fait ce livre pour essayer de comprendre tout simplement le trajet de François Mitterrand. Il y avait quand même des zones d'ombre. Et donc j'avais fait un livre sur la cagoule qui s'appelait Le mystérieux docteur Martin. Et c'était ce docteur Martin? C'était un des fondateurs de la cagoule. Et quelqu'un m'avait dit qu'en 1937, lors de l'attentat de la rue de Presbourg, le patronat français... C'était un attentat de la cagoule? Un attentat de la cagoule. François Mitterrand était dans la voiture et avait la bombe sur les genoux. Donc il était membre de la cagoule, il avait aidé à poser la bombe, c'est ce qu'on disait? C'est ce qu'on disait. Donc ça méritait évidemment une enquête. Et ça, c'est le point de départ? Et le point de départ de mon livre, c'est de savoir si, oui ou non, François Mitterrand appartenait à la cagoule. Et donc ma conclusion est non, mais même si... Dans sa vie, il a eu beaucoup d'amis qui ont appartenu à la cagoule. Mais parti comme ça, j'ai voulu en connaître plus. Donc sur sa jeunesse? Sur sa jeunesse, parce que j'estimais qu'on ne savait pas très bien. Il y avait l'histoire de la Francis. Alors, vous êtes allé voir Mitterrand? Je l'ai vu, oui. Je l'avais déjà vu au moment de mon livre sur la cagoule. Et je l'ai vu après en disant, maintenant, il faut que je fasse un livre sur votre jeunesse, sur juste seulement cette période pour savoir un petit peu. Comment il a réagi alors? Il m'a dit, je ne suis pas sûr que ce soit très intéressant, oui, 2-3 fois, et puis finalement, il dit, puisque vous y tenez, je vous aiderai. Donc il a reconnu devant vous qu'il avait été maréchaliste, pétainiste, vichiste, tout ça? Enfin, les mots en tout cas, moi j'avais trouvé les papiers, et notamment cette fameuse lettre du 18 avril 1942 qu'il envoie à son ami de l'époque, et où on voit bien qu'il est non seulement engagé à l'égard du maréchal, mais le jour même, quand Laval arrive au pouvoir, on voit bien qu'il est pour... Mais ça ne va pas durer longtemps. Oui. Mais il se trouve que la presse a concentré toute son interprétation sur ce passage-là. Ce sont ces éléments-là qui étaient plutôt incriminants, que les gens ont retenus, et non pas ce qu'il y avait après, c'est ça? C'est-à-dire qu'on a bloqué, c'est-à-dire sur mes 500 et quelques pages, on n'a pris au fond que 6-7 pages sur l'année 42, sur Bousquet et sur les lois anti-juives. Mais pas sur ce que je considérais comme au moins, et voire plus important, c'était son trajet de l'année 43. Pourquoi c'était si important que ça, l'année 43? D'abord parce que... en un mot, tout simplement, en 43, on voit bien comment, au début, il aime encore le maréchal Pétain, il est maréchaliste, mais petit à petit, il va vers la résistance. Mais ça ne se fait pas en un jour. Donc ça a été un travail de longue haleine. Il commence par rencontrer évidemment les gens de l'armée d'armistice, qui eux aussi ont basculé à partir de novembre 42. Lui aussi bascule vraiment à cette époque-là, à partir de novembre 42. Et pendant, grosso modo, toute après l'invasion de la zone non occupée. Exactement. Et donc ça se fait petit à petit. Et puis comme c'est quelqu'un de très indépendant, il prend d'abord et avant tout des contacts avec l'ORA, c'est-à-dire ceux qui étaient avant dans l'armée d'armistice et qui ont basculé vers une résistance, mais une résistance girodiste. Et pas gaulliste au début. Et puis petit à petit, il prend des contacts aussi avec Combat, donc Freinet, et pour arriver au point essentiel de sa carrière pendant un an, c'est son rencontre avec le général de Gaulle. Et c'était pas de l'opportunisme d'après vous? C'est le trajet de beaucoup de gens de l'époque. Il était anti-allemand, ça c'est une évidence. Mais le basculement vers la clandestinité n'est pas un choix simple. Est-ce qu'on peut parler d'opportunisme quand il s'agit de risquer sa vie? Je ne crois pas. En tout cas, il a eu une belle trajectoire puisqu'il finit très bien. Même le général de Gaulle le nomme dans les 15 personnes au gouvernement insurrectionnel de Paris et à la libération de Paris. Et donc au tribunal de votre enquête, Mitterrand, il est acquitté? Mitterrand est acquitté parce qu'il fait le bon choix. Il y a des gens qui ont choisi plus vite, mais il choisit encore relativement vite, dès 1943. D'accord, donc il y a des nuances, il y a des incertitudes. C'est le moment de se tourner vers notre expert qui va nous donner son verdict. Laurent Douzou, vous êtes donc notre expert, vous êtes historien, vous êtes un des meilleurs spécialistes de la résistance. Alors, question toute simple, Mitterrand, pétainiste?
ou résistant? Alors Mitterrand, d'abord pétainiste, puis pétainiste et résistant, et enfin résistant. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il a un parcours qui lui fait adopter successivement différentes postures. On pouvait avoir été pétainiste, être résistant, on pouvait même un temps être les deux. Et c'est ce qui illustre le parcours de François Mitterrand entre 41, 42, On n'a pas 44. à choisir entre les deux. Parce qu'il a quand même fini résistant, si je comprends bien. Et on doit choisir, bien entendu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être pendant toute la période pétainiste et résistant. Donc il a fini par choisir, mais il l'a fait au terme d'un processus relativement long. Et c'est ça qui a fait scandale, au fond, dans la France des années 80. Alors ce qui a fait scandale, c'est quand même autre chose. C'est le fait qu'il avait entre-temps lissé son parcours, qu'il avait montré qu'il avait été un résistant authentique, ce qui est vrai, mais en cachant complètement son adhésion au régime de Vichy, son maréchalisme, c'est-à-dire l'attachement à la personne du maréchal, et son pétainisme, c'est-à-dire le soutien à la Révolution nationale, et c'est ça qui crée l'émoi et même le scandale. Alors justement, revenons sur ce point. Il est, non seulement il adhère à la personne du maréchal, mais vous venez de dire il est pétainiste. C'est-à-dire quand même que le futur leader de la gauche, au départ, est anti-républicain. Il y a des textes de François Mitterrand pendant l'occupation qui très clairement montrent qu'il soutient la Révolution nationale, donc il est ce que les historiens appellent un pétainiste, un vrai pétainiste. Alors ça se comprend assez bien parce qu'il a quand même une formation qui est une formation, je dirais, d'extrême droite avant-guerre. Il a par ailleurs été au Stalag avant son évasion, qui était un milieu où le pétainisme était assez prisé. Et donc, il n'y a pas lieu de s'étonner de voir chez lui, au début, des idées pétainistes très fortes. Donc il a été pétainiste, il devient résistant, mais cette résistance, elle est vraiment sincère. Il y a énormément de grands résistants qui témoignent en sa faveur. Oui, il peut exciper de patronnage très prestigieux, à commencer par celui d'Henri Fresnel, patron du mouvement Combat, mais aussi Guylain de Bénouville. Donc c'est quelqu'un qui a des titres résistants incontestables et des gens qui se portent garant pour lui. Alors qu'il ait été un résistant sincère fait pas l'ombre d'un doute pour les années 43-44. Mais est-ce qu'on peut ne pas voir dans ce parcours finalement de Mitterrand une forme d'opportunisme ? Il y a sans doute une part d'opportunisme, elle est difficile à préciser. Moi, je dirais que c'est peut-être, on peut risquer cette hypothèse compte tenu de son parcours ultérieur. Alors c'est dangereux de dire ça quand on est historien, puisque c'est comme si on bâtissait une illusion rétrospective de nécessité, puisqu'il a été président, il était ambitieux très jeune, etc. Mais enfin, tout atteste qu'il était effectivement ambitieux. Donc, qu'il ait au départ une attitude opportuniste, c'est assez probable. C'est difficile à établir. Et de toute façon, c'est à mon sens gommé par son parcours résistant authentique, c'est-à-dire le moment où il entre vraiment en résistance et où donc il prend de vrais risques. Donc de pétainiste, il passe à résistant, mais il y a un autre mystère, c'est comment il fait pour passer d'idées d'extrême droite au début de la guerre à des idées de gauche, à devenir le leader de la gauche ensuite. Il y a quelque chose qu'on comprend assez mal. Comment il va pouvoir avoir cette posture-là et être crédible dans ce rôle-là ? Mais d'abord, vous parlez d'une période de temps extrêmement longue, parce qu'on le prend pétainiste en 42 et vous vous dites au fond, comment accède-t-il au pouvoir en 81 en étant le héros de la gauche unie ? C'est ça que vous dites. Ça a pris beaucoup de temps. Il a bâti une stratégie. Cette stratégie a connu des à-coups, des accidents, des coups durs. Je pense à l'affaire des jardins de l'Observatoire. Et finalement, c'est la présidentielle de 65 qui l'a lancée en quelque sorte et qui lui a permis de formuler cette stratégie qui, au bout du compte, lui permet d'arriver au pouvoir en 81. Alors, la question que vous posez, lui-même se l'a posée, on la lui a posée, c'est-à-dire comment est-ce qu'on passe de l'extrême droite à la gauche. Et lui disait, au fond, il y a beaucoup de gens qui passent de la gauche dans leur jeunesse à la droite, j'ai simplement fait le chemin inverse. C'est dont acte. Monsieur Douzou, pourquoi faut-il attendre, selon vous, si tard, 1994, pour découvrir le véritable parcours de François Mitterrand ? Parce que je crois que c'était tout bonnement impensable que le chef de l'État qui représentait la gauche unie et qui arrivait au pouvoir en 81 après une longue période où la droite avait gouverné, c'était impensable que cet homme-là ait été pétainiste et maréchaliste. C'était sorti dans la presse d'extrême droite déjà, dans les années 80. C'était sorti dans la presse d'extrême droite, mais la réponse est dans votre question. Le fait que c'était sorti dans la presse d'extrême droite disqualifiait en quelque sorte les accusations qu'on portait contre lui. Et lui affectait de les ignorer et il avait les soutiens de résistants éminents dont on a parlé.
Donc, je dirais que c'était pas pensable. Et en même temps, c'est intéressant parce que ça dit beaucoup de choses sur le rapport que la France collectivement entretenait en 80 encore avec le régime de Vichy. On ne pouvait pas penser qu'on pouvait être le chef de la gauche, celui qui arrivait à l'Élysée et avoir eu une adhésion pétainiste pendant la guerre. Mais justement, ses opposants politiques, au-delà de l'extrême droite, auraient pu lui reprocher ça, exploiter politiquement ce passé? Ils y ont pensé, d'après ce qu'on sait. On sait qu'en 1965, quand il se présente contre le général de Gaulle, il y a un certain nombre de conseillers qui disent qu'on pourrait ressortir, exhumer ce passé-là. Le général de Gaulle s'y refusait. Alors pourquoi? Peut-être parce que simplement ça répugnait au général de Gaulle de faire ça, mais il y a peut-être une autre raison, c'est que le général de Gaulle avait tenté de reconstituer le tissu national à la Libération et qu'au fond, exhumer ce passé-là et accuser François Mitterrand sur ce terrain, c'était dans la France gaulienne... rouvrir les plaies. Rouvrir les plaies, absolument. Eh bien, Laurent Douzou, vous avez donné, pas votre verdict, hein, parce que les historiens n'aiment pas trop juger, en tout cas votre diagnostic sur l'itinéraire de François Mitterrand. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'ici. Merci à vous. Voilà donc notre conclusion. Elle n'engage que les auteurs de cette émission, mais nous avons essayé de vous donner honnêtement toutes les pièces de ce dossier. À vous de vous faire une opinion. Après tout, elle vaut bien la nôtre. Et à bientôt pour la résolution d'une autre énigme de l'histoire.